Ils étaient là. Nos deux vélos électriques, après des jours et des nuits à flipper, à s'imaginer le pire et faire une croix définitive dessus dans nos têtes. Eh ben ils étaient là. À plus de 100 km de chez nous, dans le Gard. Et le plus dingue, c'est que c'est un faux AirTag à 4 € acheté par hasard sur AliExpress qui m'a mis sur leur trace. C'est fou comme les choses peuvent être dingues. Volées, retrouvées, et tout ça grâce à un simple bout de plastique à 4 €. Salut à tous, moi c'est Olivier, et aujourd'hui je te raconte cette histoire incroyable qui m'est arrivée il y a encore à peine quelques jours, et à laquelle j'ai encore du mal à croire. Alors regarde bien cette vidéo jusqu'au bout car il y a une chose à savoir pour qu'un AirTag ou un clone de AirTag soit vraiment efficace. Et je vais t'en parler dans cette vidéo. Nous sommes le 26 octobre 2025. Avec Laure, nous étions partis pour un petit week-end pas trop loin de la maison, en amoureux. Et au moment du retour, le dimanche, en début d'après-midi, je descends de la voiture pour aller ouvrir notre porte de garage qui est située en sous-sol. Et là, le choc. Je vois le barillet de la porte sur le sol et je comprends tout de suite que le garage a été forcé. Je dis alors, on s'est fait faire le garage. Et sans même encore avoir ouvert la porte, je commence déjà à comprendre que nos vélos ne sont plus là. Au moment d'ouvrir, j'ai le cœur qui bat la chamade et quelques secondes après, mes craintes s'avèrent vraies. Je vois tout de suite que nos deux vélos électriques et la trottinette du fils de Laure ne sont plus là. Mais on se dit que ce n'est pas tout. Il doit y avoir certainement d'autres choses qui sont manquantes. Bon, dans l'immédiat, nous ne pouvons pas tout vérifier, car n'ayant pas d'autres places de stationnement, il faut absolument rentrer la voiture et prévenir la police. Laure la garde dans le garage, et moi, en attendant, je remarque que nous ne sommes pas les seules victimes de cette effraction. Après avoir regardé autour de moi, je constate que 4 autres garages ont également été fracturés. Le problème dans l'immédiat, c'est que notre porte ne ferme plus du tout. Et que même si certains objets ont été volés, le garage n'en reste pas pour le moins vide. Il va falloir rapidement trouver une solution pour sécuriser tout ça. J'appelle donc la police pour signaler l'effraction, pendant que Laure essaye de prévenir les autres victimes, qui pour la plupart n'étaient pas encore au courant de ce vol. Finalement, j'arrive à avoir les forces de l'ordre au téléphone, qui nous envoient une patrouille. Pendant ce temps, Laure réussit à trouver 2 des 4 autres victimes de ces vols. Je vais pas trop m'attarder sur cette partie, mais en fin de journée, la police scientifique passera relever les empreintes, et moi, le reste de l'après-midi, à aider tout le monde à sécuriser les garages avec des blocs-portes fixés au sol, achetés à la hâte, dans un magasin de bricolage ouvert ce jour-là. Ce n'est qu'en fin de journée que je percute qu'il y a quelques mois, j'avais installé ce fameux AirTag dans mon vélo. Mais je savais qu'il n'était pas vraiment fiable, car j'avais des problèmes de pile, d'autonomie. Du coup, sans trop d'espoir, je lance quand même l'application localisée de mon iPhone, et là, stupeur. Je vois que mon vélo a été détecté à 9h58 ce dimanche, mais à plus de 100 km de chez nous. À ce moment-là, c'est assez confus dans ma tête, car déjà, je le croyais hors ligne depuis un bon moment. Et en même temps, la dernière détection avait été faite plus de 6 heures avant, avec une localisation au bord d'un rond-point, perdu au milieu de rien. Du coup, j'avais beaucoup de doutes quant à la fiabilité de cette information, et de sa précision. Dur de savoir si cet AirTag s'était mis à marcher juste à ce moment-là, ou si les voleurs l'avaient trouvé et puis balancé au bord de la route. Ce qui aurait sans doute cassé le petit boîtier, et donc il n'aurait plus donné signe de vie. Bref, compliqué de savoir. Dans le doute, je contacte tout de même la gendarmerie la plus proche du dernier lieu indiqué par le AirTag en leur expliquant la situation. Après quelques minutes de dialogue, ils me disent « Ok, on envoie un équipage sur place ». Bon, j'avais très peu d'espoir étant donné les circonstances, et en plus le gros doute de fiabilité de mon tracker Bluetooth à 4 €. 30 minutes plus tard, la gendarmerie me rappellera en m'indiquant sans surprise qu'ils n'ont rien vu de particulier à cet endroit-là. Je parle de ce dispositif depuis le début, mais il est bien possible que tu ne saches pas de quoi il s'agit exactement et de comment ça fonctionne. Donc je vais faire simple, ce n'est pas le but de cette vidéo, on va pas trop rentrer dans les détails, mais je vais t'expliquer rapidement comment ça fonctionne, et si tu veux plus d'informations, YouTube regorge d'informations et de vidéos qui te détailleront le fonctionnement de tout ce système bien plus précisément. Ces petits objets sont des balises Bluetooth. Seule une balise ne sert pas à grand chose.
Elle envoie un signal Bluetooth à courte distance, mais là où la magie opère, c'est via le réseau d'iPhone en circulation. N'importe quel iPhone qui passe à proximité peut, de façon totalement anonyme, invisible pour l'utilisateur et sécurisée, relayer la position de la balise vers son propriétaire. Si toi aussi tu as un iPhone, tu remontes sans doute plusieurs AirTags par jour à leur propriétaire sans même le savoir. Sur l'application localisée, ça devient un point précis se basant sur la position GPS de celui qui passe à côté de la balise. Mon clone de AirTag, à 4 €, évidemment ce n'est pas un produit Apple. Mais certains trackers low cost utilisent le même principe. Ils émettent un signal Bluetooth tout comme les vrais AirTags et les appareils aux alentours relaient leur position sur l'application localisée. Mais attention, il peut aussi avoir un fonctionnement plus erratique, moins sécurisé ou plus facile à neutraliser. J'ai eu énormément de chance pour que celui-ci tienne assez longtemps, jusqu'au moment où je désire y accéder. Au début, il y a eu un petit signe. Un simple point sur la carte, ce fameux dimanche 26 octobre à 9h58, puis plus rien. Mon vélo avait borné, c'est-à-dire que le signal Bluetooth avait été capté par un iPhone, puis il s'est tu. 5 jours passent sans aucune nouvelle, sans aucune nouvelle position remontée sur mon application localisée. J'allais voir plusieurs fois par jour cette carte, j'avais activé une notification dans le cas où mon vélo serait à nouveau détecté sur le réseau Apple Find Me, mais rien. Je me suis fait tous les scénarios possibles dans ma tête. Ils ont été vendus, démontés pour pièces détachées, la balise a été retrouvée puis jetée au bord de ce fameux rond-point. J'étais arrivé à ce moment où tu ranges ta colère et tu te prépares en fait à la perte définitive. En plus, je n'avais qu'un des 2 vélos qui était équipé de AirTag. Donc si les vélos étaient séparés, il serait sans doute impossible de retrouver le deuxième. Le second coup de massue viendra cette fois de l'assurance. Nous n'étions pas vraiment au courant de ce qui était inclus dans notre contrat, comme peut-être la plupart des gens, et là c'est la douche froide. Laure m'apprend que le dédommagement maximum sera de 630 €, quelle que soit la valeur de ce qui a été volé dans le garage. Puis ce n'était pas tout, il y avait encore la trottinette et d'autres objets que nous avons découverts au fur et à mesure comme manquants. C'est pas une question d'argent. Ces vélos, nous les aimions beaucoup. J'ai fait d'ailleurs quelques vidéos avec eux sur la chaîne, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire pour ne pas rater mes futures vidéos. Après 5 jours sans aucun signe de vie de mon tracker Bluetooth, et sans plus y croire, je reçois cette fameuse notification. Vélo de Olivier détecté. Je n'en crois pas mes yeux. La balise était toujours en vie et venait de se signaler. Je regarde alors immédiatement la carte de l'application localisée, et elle était toujours au même endroit. Elle le fera à 2 ou 3 reprises en moins d'1 heure, pas de doute. Mon vélo est là, cette fois c'est sûr. À ce moment-là, c'était un mélange de joie et d'excitation, mais avant d'agir précipitamment, il me fallait un plan d'action. Je n'ai peut-être qu'une seule chance de le récupérer et il ne faut pas traîner, car les voleurs sont peut-être en train de déplacer leur butin. Au moment où je reçois cette fameuse notification, c'est vendredi. Il est environ 13h30 et il me reste 2 heures de boulot. Je sais dans ma tête qu'appeler de nouveau la gendarmerie ne donnera rien. Voire même pire. Ça risquerait d'alerter les voleurs qui feront disparaître définitivement ma balise Bluetooth et donc mon vélo. La première idée qui me vient à l'esprit, c'est de regarder sur Google Maps en mode Street View, voir ce fameux endroit un peu plus en détail pour voir ce qu'il en est. Je place donc le petit bonhomme sur la carte et je regarde en vue réelle ce que ça donne. On voit très bien le rond-point, mais à droite, je remarque un parking avec une maison. Et ce qui semble être un commerce de fruits et légumes. Je me dis alors que si mon vélo est là, il est soit caché dans un véhicule garé sur ce parking, soit dans cette maison. Ni une ni deux, je contacte mes voisins, eux aussi victimes de ce vol, en leur donnant l'information. Et je demande si quelqu'un aurait la gentillesse de m'accompagner sur place dès que je finis le travail. Oui, je trouve qu'y aller seul était peut-être pas la meilleure idée du monde. On ne sait jamais. Je leur dis que si mon vélo est là, il est fort probable que tout ce qui a été volé y soit également. Un de mes voisins me dit qu'il est ok, et il me dit de passer le prendre dès que je finis le travail.
Une fois que j'ai quitté mon bureau, je prends le Duster pour aller chercher mon voisin et nous nous mettons en route. Ce trajet d'1h15 m'a semblé être le plus long de ma vie. Je me posais 10 000 questions en conduisant. J'avais peur, sachant qu'on ne savait pas sur quoi ou qui nous allions tomber. Une fois arrivé au rond-point, je prends à droite pour me garer sur le petit parking situé devant la maison. Je reste tout de même à bonne distance et je me stationne dans le sens du départ, au cas où. On ne sait jamais comment ça aurait pu tourner. De là, je dis à Joe, mon voisin, « On va sortir et je vais essayer de me connecter à l'AirTag pour voir si j'arrive à le capter avec mon téléphone. » Je descends alors du véhicule et je commence à chercher un petit peu partout autour de moi dans les buissons, voir si déjà l'AirTag n'avait pas été jeté là. Rien. Je décide alors de m'approcher du commerce de fruits et légumes qui était fermé par une grille, mais où le bas du rideau roulant métallique était un petit peu ouvert. Et là, incroyable, mon AirTag se connecte. Dans la pièce, il fait totalement noir. Je retourne alors vers le 4x4 et je dis à Joe, « Ok, c'est là. » Je prends ma lampe torche et je commence à éclairer la pièce par-dessous le rideau métallique. Mais rien de particulier à l'intérieur. Je me dis que si le vélo n'est pas dans le commerce, il est alors juste à côté, sans doute dans le garage de la maison. Je m'approche donc du grand portail métallique, et dans la cour, je remarque un camion utilitaire qui aurait pu tout à fait servir au cambriolage. La maison semble ouverte et occupée. Discrètement, je commence à passer mon téléphone par-dessus le portail, afin de m'assurer que je capte toujours ma balise. Et c'est le cas. Du coup, je dis à Joe, on s'éloigne. Ça sert à rien de rester devant, je vais appeler la gendarmerie. La gendarmerie la plus proche des lieux était déjà au courant du vol et du potentiel lieu de stockage de mon vélo et de ce qui a été volé. Il était donc assez facile de leur expliquer la situation. Je leur indique que nous sommes sur place et que le AirTag est bel et bien là. Ils répondront à ça, ok, restez à l'écart, je vous envoie un équipage d'ici 10 minutes. Avec Joe, on se dit, enfin ça y est, tout est là, ça va être plus qu'un mauvais souvenir. Mais on avait tort, je vais y revenir plus tard. Après quelques minutes, la voiture de la gendarmerie arrive sur place. Et de là, 2 gendarmes, un homme et une femme, descendent. Je réexplique rapidement la situation, et l'homme me demande d'avoir l'application localisée de mon téléphone. Nous retournons alors tous les 4 vers le portail, et je lui montre à mon écran que la connexion avec la balise est bel et bien établie. Les gendarmes me demandent alors les photos de ce qui a été volé, et nous demandent de nous reculer un peu. Ils commencent alors à frapper fortement sur le portail en fer, mais pas de réponse. Ils recommencent encore, et rien. Pourtant, la maison semble bel et bien occupée, car une lumière trahit la présence d'au moins une personne. Je lui demande alors, mais si personne n'ouvre, comment allez-vous faire ? Il faut prévenir l'OPJ ? En fait, j'avais peur que les gendarmes repartent, et qu'évidemment, suite à ça, le vélo disparaisse. L'homme me répondra alors, c'est moi l'OPJ. Ouf. Soulagé. Ni une ni deux, il sautera le mur à côté du portail et ouvre un portillon pour laisser entrer sa collègue avant d'aller frapper directement cette fois à la porte d'entrée de la maison. Et cette fois-ci, ça y est, la porte s'ouvre. Une femme et sans doute son fils sortent de la maison face aux 2 gendarmes. Il s'ensuivra une longue discussion à laquelle nous n'avons pas pu assister car nous étions à l'écart. La femme et son fils accompagnent alors les 2 gendarmes et se rendent dans le commerce de fruits et légumes et disparaissent. Plusieurs minutes se passent. Nous ne voyons plus personne. Quelqu'un qui se dit être un voisin s'approche et demande « c'est grave ?» Nous répondrons non, sachant que nous ne savions pas qui c'était. Nous attendons encore plusieurs minutes. Et finalement, le rideau roulant et les grilles du commerce s'ouvrent en grand. Les 2 gendarmes sortent avec nos 2 vélos. Dans ma tête, c'est l'explosion de joie. Mais il manque encore beaucoup de choses. Je mets alors les 2 vélos sur leurs béquilles.
Je les regarde rapidement, ils n'ont pas l'air d'avoir trop souffert. À ce moment-là, je suis très content. Mais je vais vite redescendre. Nous demandons alors aux 2 gendarmes si c'est tout. Il n'y a que ça. Ils retournent alors dans le commerce pendant plusieurs minutes. Je dis à Joe, c'est bon, tout est là, ils vont tout retrouver. L'attente est encore longue. Finalement, les 2 gendarmes ressortent et nous expliquent qu'ils ont tout fouillé, dans le commerce, dans le camion et dans la maison. Mais qu'il n'y a rien d'autre. Nous demandons alors qui est cette personne ? Est-ce que c'est lui qui a volé nos garages ? Les gendarmes nous expliqueront que non. La personne et son fils sont rentrés de voyage l'après-midi même et que c'est un de leurs amis qui aurait acheté les vélos au marché aux puces le matin même du cambriolage. C'est alors la déception pour Joe et sa compagne, avec qui il était au téléphone entre-temps. Seuls mes 2 vélos étaient là. Du coup, j'informe tous les voisins victimes du vol que malheureusement, seulement mes 2 vélos ont été retrouvés. La gendarmerie contacte le présumé receleur qui aurait acheté nos vélos volés pour l'interroger. Ils embarqueront ensuite les vélos pour le bien de l'enquête et nous invitent à quitter les lieux. Nous resterons sur place jusqu'au moment où un second véhicule de gendarmerie viendra chercher les vélos pour les ramener au poste. Nous quittons donc les lieux et je sens bien la déception de Joe. Je suis mitigé, à la fois très heureux d'avoir réussi à trouver nos vélos, mais triste pour nos voisins à qui ça avait donné un espoir en vain. Et la trottinette du fils de Laure et de tout le reste qui n'était pas là non plus. Nous sommes 1 semaine plus tard, cette fois avec Laure. De nouveau en route pour le Gard. Mais cette fois, direction la gendarmerie pour la restitution de nos vélos. Quasiment 400 km en tout, pour clore cette histoire que l'on pensait enfin terminée. Sur place, les gendarmes ont été sympas, humains. Les vélos étaient là, rangés dans un local, encore marqués des scellés de l'enquête. C'était étrange de les revoir comme ça, presque figés dans le temps, comme des pièces à conviction. Pendant que je les chargeais dans la voiture, Laure s'est occupée des papiers avec les gendarmes, et elle a demandé un peu naïvement ce que risquait la personne chez qui on les avait retrouvés. Le gendarme a haussé les épaules, a passé un coup de fil au procureur ou à quelqu'un de ce genre. Il lui a dit « ce sera classé sans suite ». Et là, t'as ce petit goût amer qui remonte. Parce qu'on s'est débrouillé seul pour les retrouver. On a pris la route 2 fois. On a fouillé, cherché, stressé. Au bout du compte, personne ne sera vraiment inquiété. Juste une histoire de plus, classée sans suite, alors que nous avions servi pas mal d'éléments sur un plateau aux forces de l'ordre. Ces 2 vélos, on les croyait perdus à jamais, partis en pièces détachées à l'autre bout du pays, et pourtant ils étaient là, presque intacts. Et tout ça, grâce à un petit objet que j'avais presque oublié, un clone de AirTag à 4€, acheté par curiosité sur AliExpress et glissé dans le cadre de mon vélo sans trop y croire. Et qui, par un enchaînement improbable, a fini par parler au bon moment, au bon endroit. Ce petit bip électronique a suffi à déclencher une notification, une route avalée en urgence, un voisin prêt à me suivre, 2 gendarmes dont l'un était au PJ, et au bout du compte, nos vélos retrouvés. Et surtout une enquête qui aurait pu avancer pour les autres victimes. Parce qu'en réalité, on n'était pas les seuls. 5 garages, plusieurs objets volés dont plusieurs vélos, plusieurs trottinettes, et tout était là pour remonter la piste. Mais au moment de la restitution, le verdict nous laissera un goût amer, classé sans suite. Alors oui, ce n'était pas un meurtre, il y a bien évidemment plus grave. Mais à quoi bon se battre, se débrouiller seul, faire 400 km, alerter la gendarmerie pour qu'au final, rien ne bouge. Cette indifférence, ce laxisme, c'est le reflet d'un problème bien plus large. Le reflet de l'état de justice de ce pays, où même quand tout est là, les preuves, les pistes, les victimes, rien ne se passe. Une histoire comme la mienne n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Ce système qui s'essouffle, qui finit par banaliser l'injustice et ne plus punir les délinquants. Soyons honnêtes, j'ai eu de la chance. Un clone d'AirTag, ce n'est pas fiable, ça aurait pu tomber en panne.
ne jamais se reconnecter, être découvert, ou simplement se taire pour toujours. Alors oui, je le dis sans détour, achetez de vrais AirTags. Ce sont des dispositifs fiables, qui durent, qui profitent du réseau Find Me, un réseau mondial, gratuit, soutenu par près d'1,5 milliard d'iPhone actifs dans le monde. Et surtout, en cas de vol, n'y allez jamais seul. Si le signal réapparaît, appelez immédiatement les forces de l'ordre. Moi, ce jour-là, si j'avais été seul devant ce portail, je ne sais pas comment l'histoire aurait fini. Cette aventure m'a rappelé une chose. On a beau se méfier, sécuriser, anticiper. Rien n'est jamais totalement sous contrôle. Parfois, ce sont juste une suite de petits hasards, de coïncidences improbables, qui finissent par tourner en ta faveur. Et dans mon cas, ces hasards ont pris la forme d'un petit morceau de plastique, à 4 €. Alors si cette histoire t'a plu, abonne-toi, partage-la, et surtout, équipe ton vélo, ton véhicule, et pourquoi pas ta tente de toi également, parce qu'on ne sait jamais. Même un faux AirTag à 4 € peut parfois faire une vraie différence. Avant de partir, il faut que tu saches une dernière chose. Pour être vraiment efficace, ton AirTag ou ton clone de AirTag doit être rendu silencieux. Et pour ça, je te laisse chercher sur YouTube. Il y a plein de tutos là-dessus pour le modifier et neutraliser la sonnerie. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Olivier et je te dis à très bientôt. Salut!